Et bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce débrief hors série de cette saison 2023. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité de cette pause de la Formule 1 puisque je vous rappelle qu'on est en pause depuis le dernier Grand Prix de la saison, en tout cas de la première partie de saison qui était en Belgique. D'ailleurs, je vous invite à revoir le replay si vous n'avez pas encore fait cette démarche d'aller revoir le replay du débrief du Grand Prix de Belgique, Grand Prix remporté par Max Verstappen. Ce soir, débrief au calme. On va vraiment prendre le temps. On va essayer en tout cas de parler de choses dont on a peut-être pas on est peut-être passé un peu rapidement dans les débriefs traditionnels, mais dont on va pouvoir développer un petit peu sur ce débrief hors série. Je vais quand même vous présenter les acolytes qui sont avec moi ce soir. Je vous présente donc, comme d'habitude, celui qui est notre bible technique de la Formule 1 et notre bible historique aussi. Bon, bref, c'est notre bible. On l'appelle le druide. C'est Linkin. Salut Linkin. Salut à tous, c'est ici que ça se passe. Excusez-moi, j'avais pas mis votre son, on n'a pas entendu ton bonsoir, mais on a entendu ton message habituel, le c'est ici que ça se passe, effectivement. C'est bien ici que ça se passe. Et puis donc, Valkyria est aussi avec nous. Salut Valkyria. Alors, Valkyria. Ah, voilà. Valkyria était avec nous, comme d'habitude, en stéréo et en décalé. Hein. Il fait pas les choses comme les autres, Valkyria. Il a décidé d'être différent. C'est bien, Valkyria. Il faut cultiver sa différence. Tu as raison. Comment vas-tu, Valkyria ? Bon, eh bien, écoutez, on ne saura pas comment va Valkyria. Il s'est déconnecté. Il va revenir. Vous inquiétez pas. Vous savez, c'est comme d'habitude, hein, on se prend pas la tête. Je vous donne déjà rendez-vous mardi prochain, j'espère un tout petit peu plus tôt que 22h, donc j'espère un tout petit peu plus tôt, débrief du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort, mardi prochain, week-end qui commence ce vendredi. Voilà, on va parler de plein de choses. On va prendre le temps ce soir. Prends le temps. Est-ce que ça vous manque la Formule 1, mes amis ? Je commence par Linkin, est-ce que ça te manque la F1, toi ? Non, pas trop, parce que je t'avoue, j'ai eu un petit peu de quoi meubler avec le sport auto. De toute façon, hein, tu me connais, hein, Val. Hein. J'ai pas que la F1 dans les pattes. Hein. Bien pour ça, j'ai peur. J'ai une autre discipline en ce moment que je suis en train de suivre de près. C'est bien pour ça, j'ai peur quand tu dis ça. Ben non, t'inquiète pas. En ce moment, je suis en train de suivre le milieu de la course de côte. Et justement, ça, c'est une épreuve que l'on ne parle pas autant, parce que alors c'est pas dirigé par la FIA, c'est fait par la FFSA. On rappelle la fameuse Fédération française du sport automobile. Exactement. Donc en fait, je suis en train de suivre un petit peu différents pilotes dans différentes catégories qui, avec leur bolide transcendant, on va dire ça comme ça, avalent un parcours entre 1 à 5 km à pleine vitesse entre les arbres, qui donne une véritable poussée d'adrénaline, pouvant aller certaines fois aux limites de la crise cardiaque quand les duels sont très fratricides. Voilà. Ah bah sympa, vive la course de côte. Valkyria. Pardon, vas-y, excuse-moi, termine. Non, mais n'oubliez pas que vous pouvez la suivre sur la chaîne FFSA Montagne, la chaîne spécialisée justement de la course de côte. Eh ouais. Et Valky, toi, ça te manque la Formule 1 ou pas ? Pas trop. C'est-à-dire, développe s'il te plaît. Ne pas voir les courses compliquées avec Verstappen qui gagne tout le temps, ça fait quand même du bien. Ah bah, c'est sûr que quand on a une Red Bull qui est à Pluton et puis tous les autres qui sont sur la Terre, sur Terre, pardon. Hein, c'est exactement ça. Ça fait pas de différence. C'est tout à fait ça. Excusez-moi, je bois un coup d'eau.
parce que sinon j'ai la gorge un peu sèche et pour parler ça va être très compliqué. Ouais. Démonstration en direct. Voilà. Démonstration en direct. J'ai failli aller de travers en plus. Faut pas faire ça vite boire. Il faut boire lentement. Il faut prendre le temps. C'est ce qu'on va faire ce soir. Alors, on va essayer de commencer. On va essayer de se structurer un truc un peu sympa. Peut-être qu'on va d'abord revenir sur la première partie de saison, mais avant ça, je voudrais quand même qu'on parle de notre Formule 2 et de notre Formule 3, parce que donc vous savez qu'en Formule 2, il reste 3 manches à couvrir. Donc Zandvoort ce week-end, Monza le week-end prochain, et donc Abu Dhabi à la fin de la saison. Et en F3, il n'y a plus que la manche de Monza. Ce ne sera pas cette semaine, mais du coup la semaine prochaine. Mais depuis quelques jours, on a déjà vu sortir le calendrier de 2024 pour les 2 championnats supports. Calendrier de 14 courses pour la Formule 2, enfin de 14 meetings et de 10 meetings pour la Formule 3. Avec bien sûr, il y aura donc 10 manches communes entre F2 et F3. Donc Bahreïn, Melbourne, Imola, Monte-Carlo, Barcelone, Spielberg, Silverstone, Budapest, Spa et Monza. Donc vous voyez, calendrier de la F3 qui va démarrer fin février pour se terminer tout début septembre à Monza. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, les mêmes circuits. Vous savez que la F3 se concentre surtout sur le côté européen. Il y a juste 2 manches extra-européennes qui seront Sakir. Et au vu du succès cette année de la manche à Melbourne, les pilotes vont retourner à Melbourne cette année. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 calendriers ? Avec du coup en F2 un nouveau venu, l'Osaïl au Qatar, et puis vous savez que l'Azerbaïdjan du coup ne sera pas en avril, mais sera au mois de septembre du coup. Ce qui fait qu'il y aura une grande pause entre le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix d'Imola. Qui veut commencer ? Valky, tu veux commencer ? Si tu veux, oui. Bah vas-y, on t'écoute. On sent un grand enthousiasme de ta part, Valky, ça fait plaisir. Bah, en soi, c'est un calendrier logique. Même si, bon, l'ajout du Qatar, certes, ça réduit la période entre juste avant la dernière dernier week-end à Abu Dhabi, mais c'était pas vraiment la meilleure destination possible. Oui, parce qu'on rappelle quand même pour pour ceux qui nous regardent que techniquement, entre Monza et Yas Marina, il y a toujours 4 mois. Ce qui permet d'ailleurs aux pilotes de F2 de pouvoir faire, vous savez, les FP1 en Formule 1. Entre Monza et entre Yas Marina. D'ailleurs, Théo Pourchère va faire 2 séances de FP en tant que pilote d'essai Sauber de FP1. Certainement sur la tournée américaine, c'est-à-dire peut-être au Mexique et au Brésil par exemple, ou ça dépend. Mais voilà, peut-être pas au quota, parce que le quota, vous savez que cette année, c'est devenu une course... c'est devenu un week-end sprint. Au même titre, d'ailleurs, je crois que le Brésil, il me semble... Le Brésil a toujours été sprint. Ah non, ça c'est calendrier de 2024. Attendez, est-ce qu'on a le calendrier de cette année ? Je suis perdu, moi j'ai plein de choses. Voilà, il y a le calendrier de cette année. Donc oui, les USA. Oui, donc techniquement, il y a le Brésil. Enfin, il y a le Mexique. Peut-être le Qatar aussi, qui peut servir à Théo. Ou alors Las Vegas. Ce qu'on rappelle... Après, il y a aussi... Après, ces 4 mois permettent aussi aux pilotes F3 de faire 1 ou 2 piges à Abu Dhabi. Ah oui, c'est comme ça que c'est pour ça que le calendrier est convenu comme ça, parce que de toute manière, il faut savoir que après la saison, il y a toujours des tests post-saison de toute manière, à Barcelone, à Jerez, je crois, et à Imola.
Voilà, Linkin a très très chaud. On le voit, Linkin. Ah bah ça malheureusement la chaleur on n'y est pas épargné, hein, mais bon, j'ai pas envie de plaindre j'ai pas envie qu'on se plaigne parce qu'en Formule 1 c'est 10 fois pire. C'est clair. Non, donc du coup, je disais effectivement, Valkyria, tu as raison de le préciser aussi, le fait que la saison de F3 se termine aussitôt au mois de septembre, ça permet aussi déjà aux pilotes de pouvoir signer leur contrat peut-être pour l'année suivante. Et effectivement, c'était le cas, je crois que Théo Pourchère l'a fait avec Ardennes, il me semble. Clément Novalak aussi l'avait fait, je crois. Pas Victor, je crois pas que Victor était monté dans une F2 avant au dernier Grand Prix de la saison. Au témoin d'un doute, mais je crois pas. Mais certains pilotes, effectivement, font le choix de faire les dernières manches pour prendre déjà en main la voiture et pouvoir arriver prêt l'année prochaine. Voilà. Bon, voilà, ça c'était le petit point F2 et F3 parce qu'on n'avait plus le temps de vous en parler au débrief du Grand Prix de Belgique. Donc ça, c'est fait. Maintenant, revenons à la Formule 1. Nous avons couru... il est où le calendrier de cette année ? Là. Tu l'as passé. Ouais, c'est ça. On a donc couru sur 23 courses. Nous en avons couru 13 exactement. Non, 13, puisqu'il n'y a pas eu de Grand Prix de Chine. Ah oui, c'est vrai. Dis donc, mon Il n'est pas sorti de l'auberge. T'avais oublié qu'il n'y avait pas de Grand Prix de Chine ? Ah bah tu sais malheureusement j'ai envie de te dire hein, quand t'es un petit peu la tête en dehors un peu de la F1 pendant quelques temps, pour se remettre un petit peu sur les rails, ça arrive qu'il y ait quelques petites étourderies. Donc pour rafraîchir le cerveau. C'est ça. Donc statistiquement, nous avons donc fait 13 courses sur 23 et nous avons fait 3 week-ends sprint sur 6. Voilà, techniquement ce qu'il faut se dire. Il restera donc les Pays-Bas, l'Italie, Singapour, le Japon, le Qatar, Austin, le Mexique, le Brésil, Las Vegas, le nouveau venu, et Abu Dhabi pour clôturer la saison fin novembre. Parmi ces 10 derniers Grands Prix, quel est celui qui vous intéresse le plus ? Celui que selon vous, il ne faudra absolument pas rater, si on ne devait en retenir qu'un ? Je dirais le Brésil. Oula, pardon. Donc, je dirais Singapour et Brésil. Non, on peut en prendre qu'un. On a dit un, Valkyria. Valkyria, ne commence pas à chipoter, s'il te plaît. Compris. Oula, j'ai pas compris, Valkyria, ce que t'as dit. Compris. Oui, donc, si tu devais faire un choix entre Singapour et le Brésil, ce serait... Le Brésil. Bon, voilà, vous êtes d'accord tous les deux. Grand Prix du Brésil, effectivement, Grand Prix mythique, hein, effectivement, avec ses S de Senna notamment, et tous les virages mythiques, bien sûr. Donc, vous suivrez. Alors, moi, si je ne devais en choisir qu'un, ce sera pas ni les Pays-Bas ni l'Italie parce que c'est des grands classiques, on les connaît très bien. Ce sera pas forcément le Japon non plus parce que ça reste un classique. Singapour, c'est devenu un classique. D'ailleurs, vous savez que cette année, on fêtera les 15 ans du premier Grand Prix de Singapour, hein, puisque le premier Grand Prix de Singapour a eu lieu en 2008. Ah il avait très clairement bien commencé sa première année, lui, ce Grand Prix. Hein. Eh oui, vous vous souvenez de cette triple chicane ou cette chicane Alors oui, il y a ça. Mais bon... Il y a famousement faire Crashgate. Eh oui, il y avait... Merci Valky. Enfin qu'il y en a un qui se souvient du... Oh, ça va. Bon, on va retrouver le Qatar. Hein, Je vous rappelle que le Qatar a quand même un contrat de 10 ans avec la F1, donc on le verra jusqu'en 2033. Et puis on retrouvera aussi les habituels Austin, le Mexique et puis le Brésil. Et puis, bien sûr, le petit nouveau... Moi, c'est celui-là que je vais regarder parce que c'est un petit nouveau calendrier. Alors, c'est vrai qu'on peut déjà le jouer sur les jeux de F1 notamment, mais j'aimerais bien voir ce qu'il vaut en vrai, le circuit de Las Vegas.
Ah oui. Parce Las que Vegas, à mon avis, je pense, Val, je pense que ça va être un peu comme un Bakou, tu vois. parce que C'est un circuit un peu dans ce genre-là. et puis surtout que vous savez que ceux qui vont partir sur les dernières lignes vont partir en virage. Hmm. Salut Atlantis du coup. Alors nous Salut. on n'a pas encore demandé les circuits qu'on dégagé du calendrier. Mais on pourra en débattre si tu veux. Voilà. Donc voilà les 10 grands prix qui restent à faire. Et donc effectivement celui qui est bien sûr le grand favori à sa propre succession, ça reste Max Verstappen bien sûr. Performance hors norme. Il en est à 8 victoires consécutives, Max Verstappen. S'il gagne la prochaine course à Zandvoort, il pourrait égaler le record de Sébastien Vettel de 9 victoires consécutives sur une seule et même saison. Hein, en tout cas, s'en approcher. Bon, bah, de toute Ce serait façon, bête qu'il y ait un petit abandon à domicile, hein. Ce serait bête. Bon. ça va être trop fastoche pour lui, hein, Verstappen, hein, surtout à Zandvoort. Hein. Faut pas croire, hein, il est pointilleux sur ce circuit-là, hein, donc bon, de toute façon, il est pointilleux partout en même temps. C'est vrai. Alors, Max Verstappen, quand même, c'est un pilote qu'on a... Alors, attendez, juste avant de parler de Max Verstappen, parce que c'est vrai que je voulais le faire. Petit aparté qui n'a rien à voir avec notre débrief. Voilà, ils n'étaient pas du tout au courant. Breaking news. Non, je rigole. Breaking news, Fox News, bonsoir. Non, je voulais vous parler de quelque chose parce que dans le cadre de mon travail, là, cet été, j'ai rencontré un jeune pilote de kart qui s'appelle Elven de Geldre. Il a participé, ou en tout cas, il fait du kart depuis 2 ans. Il a 18 ans. Il a commencé le kart il y a 2 ans, donc à 16 ans. Et son rêve, ce serait de devenir pilote automobile, donc pourquoi pas en monoplace, pourquoi pas en endurance. Voilà, je l'ai rencontré, j'en ai écrit un papier qui est passé le 15 août dans le journal Ouest France, pour ceux qui habitent en Bretagne et surtout qui habitent sur la zone de Loudéac et de Rostrenain. Ils ont pu lire ce portrait de ce garçon. Moi, il m'a beaucoup touché quand je l'ai rencontré parce que voilà, c'est un garçon qui en veut. Voilà, même si il a commencé sur le tard, il sait ce qu'il veut faire et il a envie d'y arriver, il est motivé pour y arriver. Il est tellement motivé que cette année, il s'est inscrit, vous savez, au programme du Feed Racing. Hein, je pense que vous connaissez le programme du Feed Racing, hein, Valky et Linkin. On rappelle le programme du Feed Racing créé en 2010... Attendez, je crois que c'est 2017, par Jacques Villeneuve, qui est le consultant Canal+, et ancien champion du monde de Formule 1, et Patrick Lemarié. Mais donc vous savez qu'il participait, ça a forcément un coût. Il a participé à une première phase qui est un stage de 5 jours de pilotage dans des monoplaces de F4 françaises. Il a dû emprunter 14 000 € pour pouvoir le faire, pour couvrir donc l'inscription plus les frais annexes. Et fin juillet, il a reçu les résultats, il a passé les tests avec succès et il est qualifié pour la phase finale du Feed Racing. Vous savez que le Feed Racing, vous avez une phase un peu stage de 5 jours et une phase qualificative, et du coup Elven s'est qualifié. Sauf que pour pouvoir y participer, Elven a besoin de récolter 6 000 € avant la fin du mois d'août, puisque les sélections, et en tout cas les phases finales du feed, ont lieu à Manicourt fin août. Et donc, il a lancé une cagnotte en ligne, dont je vais vous mettre le lien ici. Donc voilà, si vous avez même juste 1 € ou 2 € à donner, et ben si 3000 personnes donnent 2 €, et ben on aura réuni la somme, et il pourra au moins se présenter à la phase finale. Et ce qui serait d'autant plus injuste qu'il ne puisse pas le faire, puisqu'il s'est qualifié il s'est qualifié par ses propres moyens et sans avoir besoin de la disqualification de quelqu'un pour pouvoir le faire. Voilà. Et donc je lui avais promis de ce soir de relayer sa cagnotte dans nos débriefs. Voilà. Donc il a voilà. Et donc si vous avez même 1 €, 2 €, tout ce que vous pourrez donner sera bon.
Il a essayé de contacter des entreprises locales pour se faire sponsoriser, mais les sponsoring dans les entreprises, c'est pas maintenant, malheureusement. Et donc, il compte sur vous et sur votre générosité pour lui donner un peu d'argent. Un peu de force. Un peu de force et surtout un peu d'argent, parce que de la force, c'est pas forcément ça dont il a besoin, c'est surtout des fonds. C'est surtout... Parce que c'est pas la force qui va faire qu'il va participer. Non, mais en tout cas, voilà, si on peut le soutenir en donnant 1 euro, 2 euros, 5 euros, ou ce que vous pouvez, et si on arrive, grâce à notre générosité, à lui faire réunir la somme des 6 000 euros dont il a besoin, on sera bon. Je compte sur vous, sur votre solidarité. Faites passer le message. Moi, je mettrai un petit mot sur Twitter, sur notre Twitter. Amy, tu sais quoi, la cagnotte, tu pourras la mettre aussi éventuellement sur le Discord, dans la rubrique du jeu débrief, et qu'on fera, c'est qu'on va l'épingler. Et puis, au moins, ça sera... Si on pouvait aussi... Alors, il faudrait que j'arrive à en faire une petite vidéo pour Instagram que je puisse t'envoyer, Linkin. Je ne sais pas si on peut publier des vidéos sur Instagram avec un petit lien ou une petite story de The Débrief. Petite vidéo. Alors ça, j'utilise... Quand je fais fonctionner le Instagram du jeu débrief, je le fais avec... Ce qu'il faut faire, il faut que tu me... La vidéo, il faut que tu me donnes le lien, entre guillemets, du URL, éventuellement, tu sais, l'URL, et puis je vais essayer de le copier, et on verra si ça fonctionne ou pas. Sinon, ça permettra éventuellement... Sinon, il faudrait que je prenne juste la main sur le compte de The Débrief Instagram pour faire une petite une story qui s'efface pas. Une story qui s'efface pas. Faut que tu le fasses. Oui, mais ça, faut que tu le fasses directement sur une publication normale, entre guillemets, que tu peux mettre sur le mur. Là, une story, généralement, les stories comme ça s'efface au bout de 24 heures. Ouais, c'est ça. Mais on va trouver un moyen de le faire. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous en parler ce soir parce que je trouve que la cause est noble. Et comme on est des fans de sport automobile, et que pour nous, la famille du sport automobile est très importante, je trouvais que c'était le moment et que c'était le moment d'en parler. Voilà. Donc, vous avez le lien de la cagnotte que je vous ai mis. Effectivement, Rome, tu as raison. Hein. Pour vous, les pilotes, c'est effectivement très difficile de trouver des sponsors. Et c'est vrai. C'est vrai parce que trouver des sponsors, notamment pour lever ce genre de somme, souvent les sponsors veulent des retours sur investissement. Et donc, quand ils investissent, ils ne savent pas ce que ça va donner. Il est là le vrai problème. Voilà, l'argent, c'est toujours la guerre. Et pour juste finir sur l'histoire d'Elven, pour terminer, sachez qu'il n'y a pas longtemps non plus, il a été approché par une équipe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Linkin et puis Valky, la compétition qui s'appelle la Ligier Cup Series, qui est une compétition d'endurance qui regroupe GT, LMP3 et MP2 de marque Ligier. Ça, non, j'en ai pas entendu parler. Voilà. Ça, j'en ai pas entendu parler. Alors, sachez que que Elven a été approché par... peut-être que ce nom te dira peut-être quelque chose, Linkin, Valky peut-être pas, mais il a été approché par Xavier Pompidou, qui possède une écurie en Ligier, pour courir. Le seul problème, c'est que sachez par exemple que si vous voulez courir en Ligier, le budget que vous devez réunir pour faire une saison de Ligier est entre 60 000, je crois, et 70 000 euros pour une saison complète. Hein. D'accord ? Oh oui, oh là là. Et est-ce que vous avez une idée ? C'est hors budget, là. Alors, est-ce que vous avez c'est PEL qui craque, là. Est-ce que vous avez juste une idée, par exemple, juste pour faire la F4 française, quel est le budget qu'il faut lever pour faire une saison de F4 française ? Sachant que moi j'ai appris 200 000. Sachant que moi j'ai appris que la F4 française, d'ailleurs, en termes de droit d'entrée, était la moins chère de toutes. Hein.
comparé Oui, à la alors, Fiat espagnole, allemande, italienne. Mais est-ce que vous avez une idée? Valky, toi, tu dirais combien? 150 000, 200 000? Et toi, Linkin, tu penses à combien? alors, je vais faire une logique en fait, parce qu'à l'époque, j'étais d'ailleurs d'ailleurs les vidéos vous pourrez les retrouver sur YouTube. Il y avait eu un reportage c'était sur France 4. C'était justement sur la Formule 4 de l'Autosport Academy qui se déroule en France. D'ailleurs là où se sont entraînés le GP Explorer notamment. Eh bien, figurez-vous qu'à l'époque, quand j'ai suivi ça, c'était à l'époque des années Norman Nato, Paul Houchatin, Mathieu Jaminet, Stoffel Van Dorn, etc. La saison coûtait 96 000 € clé en main, sachant que si tu déglinguais la bagnole, en fonction des dégâts causés, c'était à ta charge. Donc 96 000 € sans rien, bon bah ça reste ce chiffre-là. Si tu fais une sortie et que ça dépend en fonction des dégâts, tu peux monter à, je crois, pas loin de 130, 140 000 € quoi, environ. Alors, du coup, pour vous donner un ordre d'idée, parce que ça, c'est Elven qui me l'a appris, une saison de Formule 4 française coûte entre 150 000 et 450 000 € pour une saison entière. Hein. C'est énorme. Voilà. Et encore, c'est moins cher. Et sachez que celui qui gagne le feed racing, techniquement, gagne la possibilité de faire une saison en Formule 4 française. Voilà. Oui, il gagne un volant, quoi. Comme le volant F, quoi. Exactement. Et donc, c'est pour ça que voilà. Mais donc, voilà, la parenthèse est refermée, du coup. Et donc, on reparlera de cette cagnotte. J'avais proposé à Elven de venir ce soir nous en parler, mais je ne l'avais pas recontacté. J'ai gardé son numéro de téléphone. Si jamais il veut venir en parler, peut-être quand il aura passé les phases finales du feed, pour qu'il vienne nous raconter peut-être son expérience, si ça vous intéresse. Hein. Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non. Val, je te réponds tout de suite, je signe tout de suite. Ah bah voilà. Si Linkin signe tout de suite, on est content. Voilà. Mais on verra. On verra. Je vais voir dans quelle mesure. Oui, Valky, pardon, Non, excuse-moi. ça peut être toujours intéressant. Je Ça vais peut toujours être intéressant d'avoir l'expertise d'un junior au début de la pyramide. Et ben voilà. Ben, je vais voir avec lui si on peut l'inviter quand il aura passé la phase finale du feed, si jamais il est arrivé à récolter les 6 000 € qui lui manquent. Parce que, en gros, pour vous expliquer, les 6 000 € vont lui servir à payer, bien sûr, le droit d'entrée pour la phase finale. Et puis, bien sûr, tous les frais annexes, le transport pour aller à Manicourt, les logements et tout ça. Donc, bah oui, parce que c'est pas gratuit, hein. Voilà. Donc, malheureusement, le sport auto, c'est jamais gratuit. C'est vrai. Donc, voilà, parenthèse refermée. Même le karting, c'est ultra cher pour ce que c'est. C'est ça. Bon, bah voilà, parenthèse refermée. Pourtant, le karting, le karting, ça paraît basique. Mais c'est cher. Bah, une saison en ligue, c'est-à-dire le plus petit niveau de karting, Elven m'a dit que c'était je crois que c'était 10 000 € pour la saison, ne serait-ce déjà que pour le kart en lui-même. Et il faut déjà les avoir, les 10 000, les 15 000, il faut déjà les avoir. C'est ça. C'est pour ça que effectivement, le sport automobile se heurte à un vrai problème pour tous ceux qui veulent en faire. C'est l'argent, c'est le droit d'entrée. Et puis par derrière, il y a tous les frais de déplacement. C'est ça. Tous les sacrifices qu'il faut faire. Et encore, je vais même vous dire une chose. La discipline du sport auto qui est la plus facile à aborder de façon budgétaire, c'est justement ce que
La Puis en course ce de moment, c'est la côte. course de côte. Bon bah Elven, Ouais. si tu perces pas dans la monoplace, va faire de la course de côte. Hein. Je suis pas. Alors ça, je suis pas sûr parce que tu veux que je te dise, Non, non, mais, ça va non, mais dépendre je en rigole. même Non, temps. mais En Linky, du même... coup, on n'a pas forcément le temps de développer, mais effectivement, si tu me dis que la course de côte, c'est c'est le meilleur plan, voilà. Mais bon, on va espérer quand même Bah, qu'il... ça dépend après. Hein. Alors, Ça dépend de la catégorie en tout cas. alors, Rome qui nous dit Val, en Belgique, moi je paye 360 la saison et on ajoute un cas, donc 1000 pour les essais. Ah ouais, donc ça commence à faire. Parce que lui, Alors, du coup, ce que je vous ai pas non plus expliqué, parce que sinon mon explication durait 1 heure, mais ce que je vous ai pas expliqué, c'est que les 14 000 euros, c'est lui tout seul à 18 ans qui a dû les emprunter. Je crois qu'il a un emprunt sur le dos à 18 ans de 14 000 euros quand même, donc faut quand même pouvoir le supporter. Il faut savoir qu'il bosse. Convaincre un banquier à 18 ans. C'est ça. Et donc du coup, pour pouvoir rembourser ce prêt, il bosse d'ailleurs dans un karting à Pluméliau dans le Morbihan, mais il est de Mérillac dans les Côtes d'Armor. Voilà. Et sachez une dernière chose aussi, il me l'a dit, donc je peux vous le dire, mais vous voyez, cette année, il aurait dû passer son baccalauréat, comme tout le monde à 18 ans, et bien finalement, il a décidé de ne pas le passer pour se consacrer exclusivement aux cartes et à la course automobile, vous voyez. Donc... il sacrifie sa vitesse, quoi. Mais oui, d'autant plus que lui a commencé sur le tard. Habituellement, vous savez, le karting commence toujours aux alentours de 3-4 ans et les compétitions à 6-7. Voilà. Bon. On arrête sur ce sujet. On aura de toute manière l'occasion. Je vais essayer d'organiser ça pour qu'il vienne nous voir une fois qu'il aura passé les phases finales. D'ailleurs, qu'il ait gagné ou qu'il n'ait pas gagné, d'ailleurs. On sera très content de l'entendre. Voilà. Donc, et puis je remettrai de toute manière le lien de la cagnotte dans la description de la vidéo YouTube aussi, du replay YouTube, comme ça, voilà. C'est épinglé d'ailleurs hein, sur Discord, hein. Je l'ai fait, comme ça c'est réglé. Et puis je vous mettrai l'article que j'ai écrit sur le Discord, comme ça vous pourrez voir, voilà. Bon, okay. Une fois qu'on a parlé de ça, revenons à du sport de haut niveau. D'ailleurs, est-ce que j'ai appris ça aussi, mais est-ce que vous savez quel est le prix pour une saison de Formule 1 quand on est pilote? Est-ce que vous avez à peu près une idée en combien ça chiffre? Sachant que je vais vous donner des données chiffrées que j'ai maintenant. Donc on a dit la F4 française c'est entre 150 000 et 450 000. La FIA Formule 3 c'est entre 800 000 et 1 million pour une saison. D'accord? La Formule 2 c'est à peu près, je crois, 1,5 million de droits d'entrée. Est-ce que vous avez une idée? Alors attention, c'est estimé. Voilà. 5 et 15 millions, allez. Et toi, Linkin, tu penses à combien? Tu dis qu'en 2, c'est 3, c'est à peu près... C'est ça, c'est dans les 2 millions et quelques. Donc, on va dire... je vais dire au moins à partir de 8000. Au moins à partir de 8 millions. Eh ben, c'est toi qui as raison, Linkin. Hein. Pour faire une saison de F1, aujourd'hui, un pilote doit débourser 8 millions d'euros en droit d'entrée. Si par exemple, moi ou toi, Linkin, ou toi, Valkyria, vous voudriez faire un peu de Formule 1, il faudrait débourser 8 millions. Après, si on veut faire de la Formule 1, il faut déjà être crédible et avoir été en Formule 3, Formule 2. Faut être crédible, il faut avoir fait la pyramide, il faut avoir une super licence et il faut avoir 18 ans. Voilà. Bon. Et les permis. Ouais. On arrête donc du coup de parler de ce sujet. Revenons sur notre Formule 1. Donc, j'arrive. Oula. Du coup, Linkin, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, dans la première partie de saison? Dites-nous. Première partie de saison, il n'y a pas grand-chose très clairement à en tirer. Hein. Là, je vais résumer. Je vais
je vais te résumer la, je vais te résumer la, je vais te résumer la chose. C'est tout simple. T'as Red Bull sur une autre planète. T'as Capharnaüm chez Alpine. Tu as ensuite Ferrari en cours de remontée. On a qui d'autre? On a Aston Martin qui avait créé la surprise mais qui aujourd'hui fait dégringolade. Et Mercedes qui stagne. Qu'est-ce que là on peut faire? Voilà quoi résume la saison. Après, niveau fond de grille, t'as AlphaTauri qui est un échec cette année. Même depuis 2022, hein, c'est un échec. Hein. Excuse-moi, mais comment Gasly a eu du mal avec l'AlphaTauri en 2022? C'est pas étonnant. Voilà. Et puis, la bonne surprise des McLaren. Honnêtement. J'oubliais, mais la bonne surprise des McLaren de Norris et de Oscar Piastri qui, franchement, là, ils me régalent là, depuis quelques temps. Là, ils remontent un petit peu quand même. Bon. C'est vrai. Bon, on rappelle que la McLaren a quand même une spécification B. Hein. Maintenant, est-ce qu'ils ont respecté le budget 4 c'est toujours la même question. Hein. Parce qu'on sait que faire une deuxième voiture, ça coûte de l'argent. Voilà, oui, du budget 4. Est-ce qu'il est respecté ou pas? Ça, on a des doutes. Que totalement refaire une toute nouvelle spec, une toute nouvelle voiture. Bonjour Mercedes, bonjour McLaren. C'est cher. Et je pense pas que ça soit dans le budget cap refaire une nouvelle voiture. Après, je pense qu'il y avait une base qui marchait plutôt bien quand même. Parce qu'ils n'ont pas refait tout, parce que je pense que tout n'était pas acheté chez McLaren. Ils en ont fait une énorme partie. Tout n'était pas acheté, mais tout n'était pas bon non plus. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, toi, Valkyrie, t'as retenu quoi de la première partie de saison, toi? Excusez-moi, du coup, j'étais un peu perturbé. J'avais un coloc qui est passé. Pérez qui nous a fait de faux espoirs. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. De bien sur les premiers GP, puis à partir de Miami, Monaco, le gouffre la fosse des Mariannes, le gouffre, l'effondrement, la chute. Et les remontrances de ses patrons qui lui ont dit de ne pas tenter de se battre pour le titre mondial. Du coup. C'est ça. C'est ça le truc. À l'époque, on avait encore un peu d'espoir. C'est là qu'il y a une chose qui est quand même importante à souligner. C'est que Red Bull a encore gâché son second pilote. Voilà. Comme d'habitude, mais c'est toujours l'éternel débat. Clairement, ça m'étonne même pas. C'est toujours l'éternel débat qu'on a dans nos débriefs, mais on le sait, hein, Red Bull est deuxième pilote, hein, on connaît l'histoire, on connaît Ricciardo, on connaît Pierre Gasly, on connaît Alexander Albon, on connaît Sergio Perez aussi. Les deuxièmes voitures en général, aussi. C'est vrai. Mais du coup, moi, ce que je retiendrai de la première partie de saison, d'abord plusieurs choses. C'est que de toute manière, Red Bull a clairement profité de son dépassement de budget de cap et que j'ai peur que ce soit pas la réduction de soufflerie qui l'empêche de continuer de dominer. Ce qui a d'ailleurs fait dire... Après, quand t'as un génie comme Louis, difficile. Laisse-moi juste finir du coup, Valky. Ce qui a fait dire d'ailleurs à Frédéric Vasseur que désormais, la sanction pour le budget de cap devrait être plus élevée, plus pénalisante. Il parlait même de disqualification du championnat en cours, enfin du championnat de l'année. Voilà. Et puis sinon, après, pour le reste, qu'est-ce qu'on retient d'autre dans le reste des autres? On retient la remontée en flèche de
de McLaren, effectivement, qui ne s'est pas laissé abattre malgré une voiture initiale ratée. Et puis on retiendra aussi la dérive d'Alpine, qui est obligé de se séparer de 3 grands noms quand même de son écurie au moment du Grand Prix de Belgique. Et puis on retient le calvaire d'AlphaTauri. Il y a encore 2 saisons, ça jouait à la régulière des top 10 en course. Mais alors aujourd'hui, c'est loin. Mais aujourd'hui, c'est loin. C'est loin. Et que ce soit De Vries ou que ce soit Tsunoda ou que ce soit Ricciardo, c'est loin. En réalité. Tiens, tenez. Ouais, ça. Pour préparer ce débrief hors série. Alors attendez, je cherche. Voilà. Il est là. Il était là. Je l'avais, mais je ne l'ai plus. Là. Ah non, c'est pas ça. Excusez-moi. C'est pas cette image-ci. C'est celle-ci plutôt. Excusez-moi. Donc, voici le classement actuel du championnat du monde. Et comme vous le voyez, une petite comparaison après 12 courses en 2023 et en 2022. Le tableau parle de lui-même. Un commentaire, messieurs, sur ce tableau? Parce que, pardon, hein, je le détaille pas jusqu'au bout, mais du coup, vous avez vu la chute libre des Alpha, la chute libre des As aussi. Et puis, du coup, les McLaren qui se tiennent plutôt bien, puisque Norris a quasiment marqué le même nombre de points. Parmi les plus fortes augmentations, bien sûr, Alonso. Passer d'une Alpine à une Aston, ça aide aussi. Et puis, bien sûr, Verstappen, 81 points de plus. On rappelle qu'il avait eu, je crois, 2 abandons en début de saison l'an dernier. Et puis, pour le reste, une petite progression de la Williams. Et puis, l'AlphaTauri, qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible. Linkin? Je ne peux que constater qu'effectivement, les Red Bull, ça reste Red Bull, hein. J'ai envie de dire, comme la pub, Red Bull donne des ailes. On a les Aston qui ont bien remonté. Mais j'ai envie de dire, il n'y en a qu'une en partie qui fait le boulot, c'est Alonso. Ensuite, on a les Ferrari, c'est sûr qu'on chutait, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, ça commence peu à peu à s'équilibrer. Mais c'est pas encore ça. Les Mercedes qui ont aussi chuté, mais qui pour l'instant tiennent comme ils peuvent. La chute est moins... Mais la voiture a été en meilleur. La chute est moins brutale. La chute est moins brutale dans le sens où, regardez, Hamilton a quand même marqué 21 points de plus. Bon, quand Russell en a marqué 44 de moins. Donc, ça d'un côté et de l'autre, ça s'équilibre. Ça fait toujours moins 23, mais... Voilà, ça s'équilibre. Bien sûr, le plus fort recul, bien sûr, c'est pour Ferrari. Moins 123 points comparé à 2022 à la même période. Oui, mais en même temps, à cette époque, Ferrari avait très bien réussi à faire fonctionner le règlement, puisque n'oublions pas que là, à Bahreïn, ok, la Ferrari et la Red Bull a été franchement voiture, entre guillemets, égale. Après, si tu prends l'exemple de l'Australie, la Ferrari de Leclerc était sur une autre planète. C'est pas compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Qui je vais évoquer? Oui, regarde les McLaren même. McLaren au début, même en 2022, c'était pas ça. Alors il y avait que Norris qui arrivait à gérer le coup. Bah oui, parce que Ricciardo, on rappelle que Ricciardo était son coéquipier, donc 19 points de marqués pour Ricciardo. C'est ça. Mais là, depuis que, on va dire 2023, ils ont su, je pense, tirer une bonne partie des erreurs, même si ça n'avait pas été simple.
entre guillemets, et qu'il a fallu attendre entre B pour que ça marche. Mais au moins, on sait aujourd'hui ce que ça vaut. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce comparatif. Bon, alors, du coup, si on se projette dans la deuxième partie de saison. Alors non, avant ça. Quels sont les pilotes dans la première partie de saison? Je parle bien de pilotes, hein, pas d'écurie cette fois-ci, de pilotes qui vous ont tapé dans l'œil. Si je vous demandais votre top 3 des pilotes qui vous ont tapé dans l'œil. Allez, je vais commencer. Bah, de toute manière, je pense qu'il n'y a que toi qui peux commencer parce que je pense que Valkyria, c'est Deco et Rocco. Vas-y, Linkin. Alors, il y a Piastri. Donc, un de rookie. Qui t'a tapé dans l'œil? Classiquement Verstappen, hein, mais bon, ça c'est pas étonnant. J'ai envie de te dire que la voiture lui. Mais Piastri t'as quand même plus tapé dans l'œil que Verstappen, hein. Ouais, ça c'est clair. Et le dernier? Ça c'est clair. Et en 3, qui est-ce qui joue bien? Albon, avec la Williams. On le sait, Albon a toujours été très à l'aise avec la Williams. Déjà l'an dernier, voilà. Mais là, c'est vrai que régulièrement, il a réussi à être dans le top 10. Que ce soit d'ailleurs les qualifs aussi. Il a amélioré son rendement en qualif, ce qui fait qu'en course, maintenant, il n'est pas obligé de faire des énormes remontées. Ce qui lui permet de marquer des points et plus de points. D'ailleurs, aujourd'hui, Albon a 11 points. Il n'en avait que 3 au même moment de la saison, en 2022. Est-ce que Valkyrie est revenu? Non, c'est pas grave. Alors, je vais vous donner mon top 3, moi. Mon top 3, pour moi, bien sûr, Piastri va en faire partie. Ça, c'est clair. Finalement, on s'est tous posé la question, est-ce que c'était un bon choix qu'il aille pas chez Alpine? Bah, la réponse est oui. Parce que finalement, il est dans une meilleure voiture aujourd'hui que l'Alpine. En 2, il y aura Fernando Alonso pour moi. Et en 3, moi je mettrais bien qui c'est qu'on peut mettre en 3? Bon, je serais comme toi, je resterai sur du classique, je resterai aussi sur Albon parce que je pense qu'Albon mérite de faire partie. Du coup, maintenant, à l'inverse, quels sont les 3 pilotes qui vous ont le plus déçu dans cette première partie de saison, pardon? Je recommence avec toi, Linkin. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais pour moi, il n'y en a pas 3, il y en a 4. Hein, moi, je t'en demande que 3. Donc, va falloir que tu en choisisses 3. Ne fais pas ton Valkyria, s'il te plaît. Les 2 pilotes Ferrari, Leclerc Sainz, parce qu'on voit bien comment la voiture, ils ont eu du mal. Même si aujourd'hui ça remonte. Et puis celui qui aujourd'hui déçoit pas mal. C'est qui qu'on pourra mettre? C'est compliqué hein, quand même. Hein. C'est quand même compliqué. Je vais dire... Ouais. Bon, tu vas me dire que c'est peut-être drôle, mais... Je dirais le... Joe, je pense. Guan Yu Zhou, le chinois de chez Alfa Romeo, qui avait fait pourtant une très bonne première saison. Mais alors après aussi... Ouais. Peut-être qu'on n'est pas vraiment objectif dans nos flops parce que finalement, on a pris ceux qui avaient les moins bonnes voitures techniquement de la grille. Parce que voilà pour moi quels seraient mes 3 flops. Bien sûr, il y a... Ouais. Attends Linkin, voici moi mes 3 flops. Évidemment, 1, Nick De Vries, qui n'a pas réussi à garder son baquet pour le reste de la saison.
En flop, moi je dirais quand même Sainz. Parce que moi je mettrais pas Leclerc en flop. Je mettrais Sainz en flop. Parce que pour des raisons purement sportives, mais aussi pour des raisons de cohésion d'équipe chez Ferrari. Et en 3, je mettrais quand même en flop Stroll. Ah En oui, flop. Stroll, ouais. Stroll parce que finalement, l'arrivée d'Alonso dans l'équipe montre réellement les limites du Canadien. Voilà Ah pourquoi. bah là, il a. Alors, du coup, De Vries, Ouais. effectivement, en flop, en numéro 1, parce qu'il a vraiment raté son entrée en Formule 1, malheureusement. Bon, en même temps, il n'est pas la meilleure des voitures non plus pour le faire. Mais bon, bah voilà. Donc, Carlos Sainz, parce que pour moi, il pénalise l'équipe Ferrari. Carlos Sainz, clairement. Pas à cause de son talent. Du talent, il en a. Hein. Sinon, il ferait pas partie des 20 meilleurs pilotes du monde. Mais pour moi, aujourd'hui, l'attitude qu'il a chez Ferrari, notamment dans les radios et dans tout ça, est problématique. Problématique pour une équipe qui veut se relever. Alors après, on le sait. Il y a un autre. Attention, il y a un paramètre à prendre en compte. Oui, non, mais je sais ce que tu vas dire. Le... Attends, Linkin, je sais ce que tu vas dire. On va être d'accord là-dessus. Je sais ce que tu vas dire. L'écurie est 100% avec Charles. Donc déjà, ça n'aide pas non plus. Ça, c'est vrai. Mais je trouve quand même que l'attitude qui en découle du coup de Carlos Sainz est quand même assez problématique. Et je vois pas Sainz continuer avec Ferrari. Au-delà du contrat actuel de Sainz qui va jusqu'en, je sais plus, 24 peut-être, 2024 ou 2025. Là, ouais, 2024. Donc voilà. Bah, après, puis... avec Sainz, on a il y a un retrouvé autre Valkyria. problème avec Sainz. Allez, vas-y. Avec Sainz, il y a aussi un autre problème. C'est Carlos Sainz senior. Son papa, donc. Ouais, parce que déjà que humainement, c'est pas vraiment le meilleur type. Et surtout, il fout trop la pression. Et le fils, il peut pas suivre. C'est vrai. Et donc, En même temps, du coup, oui, tu voulais finir sur Sainz, Linkin, excuse-moi. ouais, mais du coup, tu vois, en fait, et c'est ça qui est important que je disais, c'est que à l'époque, Sainz, il avait su bien profiter de la situation quand Ferrari était géré par Binotto. Or, là maintenant que tu as un Frédéric Vasseur, qui lui a de l'expérience dans les pattes pour construire une équipe de A à Z, entre guillemets, le positionnement n'est plus pareil. Donc c'est pour ça que là, ce qui se passe, c'est que tu vois, donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de faire un peu comme ce qui se passe avec Red Bull quand on a le père et le fils qui sont dans l'écurie. T'as le père qui met la pression au max pour que la voiture et l'écurie aillent dans le sens de Max. Bon bah là, le Carlos entre guillemets Rallyman, lui, il tente plutôt de faire la même chose avec Carlos Sainz et puis quitte à sacrifier Leclerc. Mais le problème, c'est que c'est pas vu d'un bon œil ce truc-là. Ouais, et puis du coup, mon dernier flop du coup pour Stroll, parce qu'effectivement, je pense que l'arrivée d'Alonso dans l'écurie vient de lui porter le coup de grâce à Lance Stroll. Parce que clairement, Bon, c'est pas aussi assommant que face à Van Dorn, mais Alonso, il l'écrase quand même. Il écrase quand même. mais qui ah, je t'adore. J'adore comment tu dis ça. Mais donc voilà. Bon, du coup, une fois qu'on a dit ça, je sais pas quels sont les pilotes que vous allez suivre dans la deuxième partie. Pêle-mêle. Ceux que
Val, ceux que je vais suivre, forcément, on va essayer de voir si quand même les Ferrari remontent. Déjà, sur cette deuxième partie de saison, ils ont pu quand même réfléchir, même si l'usine n'a pas ouvert, au moins qu'ils aient réfléchi à des choses quand même importantes pour pouvoir aller dans le bon sens. Ensuite, de deux, on va regarder, on va confirmer si les McLaren vont bien remonter dans le coup, si elles vont continuer cette progression importante qu'elles font. Exact. Et puis on va voir aussi, est-ce que Alpine arrive à se sortir la tête de l'eau? Parce que là, trois gars importants qui ont sauté, remplacés par un gars exactement qui est bien connu, qui est Bruno Famin. Alors lui, il connaît pas mal de trucs, mais hey, il faut qu'il appuie un peu. Et en croire les propos de Jean-Louis Moncey que j'ai écouté sur la chaîne Auto Plus de YouTube, il se rassurait, il se disait qu'il n'était pas très confiant. Donc bon, maintenant, à voir. Effectivement, je vous rappelle, hein, pour Après, ceux qui... à surveiller, il y a aussi Aston. Du coup, pardon, Valky, mais du coup, je voulais juste préciser, voilà, hein, on vous rappelle que Alpine s'est défait notamment de Otmar Szafnauer, de Alan Pierman, mais également de Louis Rossi, de Louis Rossi. Pardon, Laurent Rossi. Louis Rossi, c'est l'ancien pilote de moto qui aujourd'hui est plutôt pilote sur 4 roues. Donc non, oubliez ce que je viens de dire. Laurent Rossi. Donc ces 3 personnes sont parties après le Grand Prix donc de Belgique. De Belgique. Et donc du coup, tout ce beau monde sera remplacé à partir des Pays-Bas. Il y a quelque chose dont on a parlé en Belgique, mais je ne sais pas si c'était bien clair pour tout le monde. Je ne sais même plus ce que je voulais dire, moi. Je voulais revenir sur un point qu'on avait évoqué en Belgique. Mince. On a parlé de quoi en Belgique? Excusez-moi, c'est dingue. J'ai perdu ce que je voulais dire. Mince. Du coup, je sais plus ce que je voulais parler. On a parlé d'un truc en Belgique. Merde. Ah, la mémoire est... Non, mais on a abordé tellement de sujets dans The Débrief que... voilà. Mais est-ce qu'il y a des sujets qu'on a abordés et sur lesquels vous souhaiteriez... Atlantis, tu sors. Tu sors, Atlantis. Pardon, est-ce qu'il y a des sujets qu'on avait abordés dans les différents The Débrief de début de saison sur lesquels vous voudriez qu'on revienne ce soir? Est-ce qu'il y a des choses... Peut-être que dans le chat, vous avez des questions à nous poser aussi sur cette demi-saison. Alors, qu'est-ce qu'on a pu évoquer? Après, il y a un sujet dont... Vas-y, Valky. Il devrait concerner Alpine. Pour changer. Tu changes pas trop, Valkyria. Quid des sponsors? Ah, bonne question. Alors, puisque tu parles d'Alpine et que tu parles de foot, on rappelle juste, Valkyrie, excuse-moi, avant que tu continues, qu'on a un consortium d'investisseurs. Je vous le rappelle, on avait parlé après le Grand Prix de Hongrie, puisque c'était fait à Silverstone, on n'avait pas parlé à Silverstone. Mais il y a un consortium je crois avec... il y avait un acteur dedans, c'était... Ryan Reynolds, je crois. Exactement. Ils sont montés en capital à hauteur de, je crois, 200 millions d'euros. De dollars, pardon, excusez-moi, 200 millions de dollars, puisque ça se fait en dollars. C'est une monnaie internationale. Et donc, on s'était posé la question de savoir si ça allait vraiment pouvoir apporter à Alpine. Mais du coup, tu voulais en reparler, Valky. Après, c'est pas concernant le consortium, mais j'y viendrai. On sait que Otmar Szafnauer est lié avec BWT. Chez Racing Point, on avait BWT et Otmar.
Otmar a débarqué chez Alpine, il a amené BWT. Maintenant que Otmar est parti, quel sponsor pour remplacer la manne financière qu'apportait BWT? Bonne question. D'abord, il faudrait déjà savoir quelle était la manne financière apportée par BWT. Pour être honnête, moi, j'ai pas l'information maintenant. Mais d'ailleurs, BWT était C'était tellement... pas un sponsor titre, mais c'était un sponsor quand même. Attends, BWT est tellement important C'est pas d'ailleurs... vraiment un sponsor titre. Attends, Valkyria. BWT était tellement important d'ailleurs que je vous rappelle que lors des 2 premiers Grands Prix de cette saison et même les 2 ou 3 premiers Grands Prix de la saison dernière, techniquement, les Alpines étaient en rose. Pour justement le rose BWT. Exactement. Donc c'était peut-être pas un sponsor titre, mais c'était le sponsor principal. C'est vrai. Et là maintenant que Otmar a été débarqué, comment faire pour remplacer la manne financière qu'apportait ce sponsor? Bah déjà, je pense que le consortium va en éponger une toute petite partie. Et je pense qu'Alpine n'aura pas trop de mal à trouver des sponsors. Même si effectivement... Après, honnêtement, moi je m'en plains pas. Même si effectivement... les On aura enfin... On pourra enfin dire adieu à ce rose dégueulasse. Oh, je te trouve dur. Oui, mais... Je te trouve dur parce qu'en plus on l'a Ouais. vu 2 fois dans l'année. Ouais. Non mais même le rose sur l'Alpine normal, j'aime pas trop, ça fait trop Ok, voyant. ok, les goûts et les couleurs, voilà. Ok. Voilà. Sinon pour le reste, est-ce qu'il y a des sujets dont on a parlé qui méritent qu'on y revienne? Et de toute façon, le problème, c'est que si j'évoque un sujet, on va jamais le clôturer. Donc je préfère pas m'y Mais si, engager. vas-y, Linkin, maintenant que t'es parti, ne nous laisse pas sur notre faim, s'il te plaît. Les tueries avec les deux taureaux, là. On en parle d'eux, là? AlphaTauri, Les fameux taureaux. je crois qu'AlphaTauri... Je parle, moi, de... AlphaTauri. Non, c'est pas AlphaTauri. Pour moi, c'est Red Bull. Mais je vois pas pourquoi. Franchement, va falloir... Et bah franchement, dans combien de temps, moi je vais poser une question qui va peut-être, qui va probablement jamais se faire. Mais dans combien de temps on va se décider à faire sauter le bouchon, entre guillemets, Marco Horner? Parce que quand même, je trouve qu'ils n'ont, pour moi, à mon sens, pas bonne influence sur l'écurie, notamment sur leurs second pilotes. On rappelle que Christian Horner est là depuis les débuts de Red Bull, hein, depuis 2005. Donc, ça fait 18 ans qu'il est dans cette écurie. Et Moumout, je sais pas depuis combien de temps il peut être là. Bon, bah lui, c'est pratiquement aussi depuis le début, puisqu'il était le bras droit de Dietrich Mateschitz. Et oui, depuis le début de l'aventure Red Bull, il est là, ouais. Le regretté Dietrich Mateschitz, effectivement. Déjà de base, la filière junior a toujours été contrôlée par Marco. Puisque c'est lui qui fait la sa filière junior qui a été intégrée au groupe Red Bull. Bah oui, d'ailleurs, Marco, on rappelle que c'est celui qui fait la pluie et le beau temps dans la filière. Hein. Ouais. Et ben j'imagine qui on mettra à sa place le jour où on va apprendre qui partira avec les taureaux direction le ciel. J'imagine qui on va mettre. Parce que là, ça va pas être une mince affaire pour Red Bull. Parce qu'ils vont se demander, même si aujourd'hui on a des pilotes, est-ce qu'aujourd'hui ils valent le coup pour pouvoir monter en F1? C'est ça qu'il faudrait qu'on se dise. C'est ça la question qui est à long terme. Red Bull, après,
Après, chez Red Bull, il y a un problème, c'est qu'ils ont trop de juniors. Ah, vaut mieux avoir des gens de qualité que plutôt d'avoir une Oui, mais non, quantité ils en ont trop en fait. de- Et excuse-moi, Linkin, je comprends ce que veut dire en fait. Valkyria. Ce que veut dire Valkyria, c'est qu'ils en ont trop. Aujourd'hui, dans la filière Red Bull. Ils ont trop en F3 et trop en F2. Bah, c'est ça, ils ont déjà 6, plus Lawson qui est en Super Formula, ça fait 7. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va falloir leur trouver de la place après. Que tu en es, ok, mais faut savoir faut savoir un peu se calmer. C'est ça. Bon. J'ai l'impression qu'ils ont embauché un peu à l'appel. Ça veut dire qu'en fait, on s'est dit, oh, super, et hop, bien on le prend. Tu vois, et puis finalement, Tu ça n'a penses, pas fonctionné comme ils le Linkin, souhaitaient. excuse-moi juste pour te relancer, tu penses qu'ils ont eu peur de manquer? Ah bah là, non, ils se sont dit, on va recruter en masse dans le but. Les greniers, quoi. Alors, déjà oui, Égrené, je suis d'accord avec toi, mais aussi de se dire, on va dire lequel parmi tous ces pilotes, ils se sont dit, il y en a forcément un qui a les épaules solides pour pouvoir assurer, entre guillemets, en tout cas la seconde partie du boulot, qui est de gérer le maximum de points pour le championnat constructeur et qui ne fera jamais d'ombre au pilote phare, qui est Max Verstappen. Voilà. Seulement. Lequel sera la pépite parmi le peloton Red Bull, quoi. Voilà, mais qui sera la pépite, entre guillemets, pour devenir le second pilote. C'est pas pour devenir le vrai premier pilote. Oui, voilà, oui. Excuse-moi, mais Verstappen, ça reste le pilote du moment. Hein, donc, qui peut le battre aujourd'hui en ce moment? Il n'y a pas grand monde. Personne, pratiquement. Bah, de toute façon, si tu mets toutes les voitures de façon égale, tout le monde, on va dire, je dirais pas tout le monde, mais pratiquement pas mal de pilotes comme Piastri, comme Leclerc, comme eux, ils pourraient aller chercher Verstappen. Gasly, pareil, si tu mets l'Alpine à la même performance égale que la Red Bull, Gasly, il est capable de battre Verstappen. Ocon, c'est pareil. Ocon, il a battu Verstappen en Formule 3. Donc, Russell serait totalement capable aussi. Russell, ah oui. Non. Ouais, Russell. Mais en même temps, il l'a prouvé. Il a prouvé quand même la solidité qu'il a fait preuve. Qu'il a fait déjà chez Williams et maintenant ce qu'il fait chez Mercedes. Oui. Donc, totalement. Écoutez, je pense qu'on a donc là, malheureusement, oui, on a fait le tour de la question sur ce. Bah après, donc c'est pour ça, mais malheureusement, ils se sont dit ça, mais je me demande s'ils se rendent compte vraiment, ou alors peut-être qu'ils le font exprès comme les politiciens, c'est-à-dire que ils se disent bon bah ça va pas, on se dit ça va pas et puis on les fait partir parce que ça sert à rien de les garder, mais pour moi c'est pas la solution qu'il aurait fallu. Mais surtout le vrai problème c'est vont-ils garder les bons, malheureusement. Ah mais malheureusement, regarde, ils ont sacrifié Gasly, ils ont sacrifié Ricciardo, ils ont sacrifié Albon. Tu vois, malheureusement. Parce qu'ils avaient sacrifié Weber. Ah oui, Weber, ils ont sacrifié Weber. Donc en fait, t'as déjà déjà 4 pilotes qui ont été qui ont été mis sur la touche et qui ont eu la chance entre guillemets de retrouver un baquet de part, puisque entre guillemets Gasly a eu le coup de chance que Piastri préférait aller chez McLaren, donc lui il a pu se libérer entre guillemets de son contrat. Ensuite on a Ricciardo, lui, a eu le coup de chance, entre guillemets, de retourner chez AlphaTauri. Mais est-ce que
À l'heure actuelle, est-ce que ça va déboucher sur très clairement quelque chose de concret? Pour l'instant, j'en suis pas persuadé. Ça Donc change j'attends le de match voir. parti. Donc j'attends de voir. Voilà. Eh ben, c'est bien si on attend de voir. Bah, pour le voir, déjà, il faudra être devant sa télé pour le Grand Prix des Pays-Bas. Tiens, je vous ai même pas posé la question. Ce sera mon avant-dernier point. Quel est le Grand Prix parmi les 13 qu'on a couru dont vous garderez, j'allais dire, le meilleur souvenir ou qui vous aura le plus marqué? Faites vos jeux. Et je dis 13, Oh, je dis 13 les gars, mais en fait il n'y en a que 12 parce que n'oublions pas qu'Imola n'a pas pu avoir lieu à cause des inondations. Hein. Oui, c'est vrai. Écoute, Val, je vais être chauvin. Je vais garder en tête Monaco, dans le sens où Ocon fait P3. Mais c'est tout. Il n'y a que ça qu'entre guillemets. Ok, Tu Valkyria. regardes les autres courses, c'était juste horrible. Ouais, alors Valkyria, du coup, excuse-moi. Ben, Monaco aussi. Sans originalité. Non, bah moi je pense les gars que je vais vous Mais suivre. honnêtement, la seule course satisfaisante qu'on a eue. Bah moi je pense que je vais vous suivre dans le sens où effectivement Monaco, le scénario notamment avec la pluie dans les 10 derniers tours ou dans les 20 derniers tours a fait que voilà, ça a donné quelque chose à Monaco. Ça glissait sec et, et c'était difficile parfois de maintenir la voiture. On se souvient que Pérez aurait Bah, pu... la pluie à Monaco, c'est toujours attendu. Bah, c'est le seul truc qui peut apporter du piment à ce Grand Prix techniquement. Oui, c'est ça le truc qui peut sauver la course. On l'avait vu en 2022 d'ailleurs. Où pareil, hein, la pluie avait apporté son lot d'incertitudes. Voilà. Sinon maintenant les garçons, puisqu'on arrive quand même presque... on arrive à 1h20 de débrief et de toute manière on n'aura pas grand... Malheureusement dans ce débrief hors saison, on n'a pas vraiment grand chose à dire. Parce qu'en fait on a déjà... Le vrai problème, c'est qu'on a déjà tout dit. Sur à peu près tous les sujets. On a déjà à peu près parlé de tout. On reparlera d'un autre sujet à la fin. Mais projetons-nous sur Zandvoort, aux Pays-Bas. Donc, tout le monde voit Verstappen gagner. Ça, c'est pas une... c'est surprise. C'est pas une surprise. Mais du coup, vous voyez quoi comme scénario? Sachant que j'ai regardé et j'ai vu sur les réseaux sociaux, je crois que la pluie est annoncée pour le week-end. Je sais pas si c'est vrai. Il faudra vérifier. Selon les prévisions, ce serait attendu. Après, on est habitué à ce qu'elle nous joue des tours, la pluie. Mais tu combines la pluie à un Grand Prix sinueux et à l'ancienne, avec l'herbe proche de la piste, sinueux et de gros bacs à sable, il peut y avoir quelques sorties de piste et abandons dans le gravier avec la pluie. Notamment à l'extrémité ouest, est, avec le double droit. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Mais est-ce que ça pourrait pas mettre un petit peu de piment à la course, la relancer d'une certaine manière? Non. Oh, ça change rien. Comme j'ai dit, c'est un circuit à l'ancienne. Et il est étroit. Et les courses, hors rebondissement, elles sont pas très passionnantes. Donc oui, ça pourrait mettre un peu de piment. Totalement. C'est vrai. Linkin,
Qu'est-ce que tu attends de ce Grand Prix? Rien de plus que par rapport aux saisons précédentes. C'est s'il flotte, ça va pimenter un peu les choses, mais pas en rendement. C'est un circuit qu'on peut pratiquement pas dépasser. Maintenant, ça va se jouer, à mon avis, ça va être un Grand Prix qui va se jouer à la stratégie, encore une fois. Parce qu'on le sait très bien que là, dans ce cas, les sorties de safety car vont être plus importantes, forcément. En plus, la pit lane est short, en plus. Ouais, exactement. Donc, pas grand-chose à en tirer. Hein. Ça va être une course de stratégie, en fait. Est gravissime. Vu la longueur de la pit lane, le moindre arrêt foiré est gravissime. Tu te rappelles de Ferrari l'année dernière. Hein. Et oui, Carlos Sainz, déjà, l'an dernier, on en parlait tout à l'heure de Carlos Sainz, il avait foiré son arrêt. Oui, mais t'avais vu les mécanos qui n'avaient pas préparé les pneus, quoi. Ou trop tard, le call avait été fait trop tard. Ouais. Bon, et bien écoutez, messieurs, je crois qu'on a tout dit. Hein. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter? Ah, si. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux de Max Verstappen? Ouais, contrôlé à 7 km voilà, de qui aurait fait 80 de multiples infractions. Je terminerai sur ce sujet. Selon vous, qu'est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il mérite... Malheureusement, il prend une amende. Il prend les amendes, ça c'est clair. Hein. Non, mais moi, je parle au niveau de la FIA. Est-ce que vous trouveriez justifié que la FIA lui fasse payer une amende pour ce qu'il a fait? Déjà, il avait fait pareil et on n'a pas entendu grand-chose. C'est pas à la FIA d'en juger. Ça, c'est le rôle directement des comités locaux. Le circuit, c'est géré par un comité qui est la FIA. Après, après tout ce qui se passe sur la route, en tout cas en dehors des circuits, ça ne les concerne plus. Ça concerne directement les autorités locales. Certes, je suis d'accord. Mais il y a quand même une drive for safety, quand même, la FIA. Non, pas honnêtement. Honnêtement, n'oublie pas, les pilotes, avant de piloter ce genre de voiture, de base, c'est des humains. Donc, il faut savoir se dire que dans la vie, il n'y a pas que spécialement les FIA ou la Fédé ou la CO. Là, aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe sur la route, ça reste sur la route. Ce qui se passe sur la piste, ça reste sur la piste. Et point barre. Voilà, on va pas. Il faut savoir faire la part des choses. Je l'ai toujours répété. Et. C'est vrai. C'est vrai. Après, le truc, c'est que c'est pas le premier à faire des excès de vitesse. Deleda, il avait fait pareil. Il avait pas du tout été inquiété par son team ou par les FIA ou par la F2 ou par la F2 ou F3. Oui. Après, n'oublie pas une chose. En fait, ils prennent juste des amendes par le taux d'argent qu'ils gagnent. Bon, c'est pas comme nous. Quoi. C'est toujours très simple de dire ça, Linky. Oui. Mais c'est la réalité, là. Aujourd'hui, on va pleurer parce qu'on va se prendre une amende qui va nous coûter 35 balles d'amende parce qu'on a dépassé la vitesse de 5 ou 10 km/h. Pour eux, tu fais un excès comme ça, ou même de 40 km/h comme ça s'est fait avec Max Verstappen. Bon, excuse-moi, quand tu vois le pactole d'oseille, hein, il est pas à plaindre, quand tu vois la voiture avec quoi il a fait aussi, hein. Ouais. Voilà.
C'est vrai. Bon, juste pour terminer, petit point quand même sur les classements des différentes catégories. On commence par la plus petite, c'est la Formule 3. Je vous rappelle que Bortoleto peut être champion dès la qualif du vendredi à Monza. Voilà. Et que le duel pour les constructeurs se jouera entre Prema et Trident. D'accord. Pour la Formule 2, Pourchère va arriver à Zandvoort en étant en tête du championnat pour 12 points devant Vesti. Et pour une trentaine de points devant Iwasa et Douane, une quarantaine sur Martins. Et puis Hart devant Prema pour 30 points. Oui. Mais de toute façon, n'oublions pas, et ça je l'ai déjà dit, faut que Théo Pourchère, il faut qu'il se permette de gagner sur au moins les 2-3 prochaines courses, dans le sens où quand on voit le nombre de points qui sont attribués à chaque course, c'est quand même assez édifiant. Et crois-moi, globalement sur chaque week-end. Ah bah, voilà. Donc, bien. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut impératif, c'est que il faut impérativement que Pourchère gagne, que Vesti fasse pas mieux que 3 ou 4, qui semble un truc qui peut être capable. Maintenant, on va voir. Ouais, et donc du coup, excusez-moi, juste le classement de la F1 que vous avez sous les yeux. Voilà. Si ça vous intéresse, hein. Faustine pour en parler. Du coup, avec donc Verstappen. Après, sans continuer sur Pourchère, il a quand même eu de la chance que Vesti a un DNF dans le tour de formation. Non, c'est même pas le tour de formation, c'est le tour de mise en grille, c'est le tour de... Ah oui, c'est même tour de mise en grille. Ouais. C'est pas le tour de formation. Pourchère a eu un coup de bol de dingue. Oui, c'est vrai. Alors du coup, le classement du championnat du monde de Formule 1, vous avez les 10 premiers pilotes et puis les 10 constructeurs. Allez, on va se prendre au jeu des paris. Si vous deviez prendre un pari maintenant sur ce que sera par exemple le classement constructeur à la fin de la saison, Linkin, sans réfléchir. Hein. Bah, Red Bull, Mercedes, Aston, je dirais peut-être pas Aston, je dirais Ferrari. Parce que là, vu les 5 points... Tu penses que Ferrari sera capable de repasser Aston d'ici la fin? D'accord? Oui. Bon, tu vois bien. Tu t'engages pas trop là, Linkin. En même temps, Val, il faut voir la réalité des choses. Comment tu vois comment Ferrari, même s'ils sont pas en mesure d'aller jouer une victoire, comment tu vois comment tu vois aujourd'hui que Ferrari a réussi quand même à remonter une partie de la pente et que maintenant Aston est en train de dégringoler? C'est un truc de dingue. Leclerc en ce moment, c'est celui qui est en position, qui a une des positions de force les plus importantes, dans le sens où ça y est, là il a l'air de se montrer en tout cas plus solide, plus régulier, comme ça, qui va consolider déjà sa place au championnat pilote, et d'un autre côté, ramener les points importants pour la Scuderia. Ouais. Moi, mon pari, ce sera que Williams va terminer devant Haas. Je pense. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord avec toi aussi. Je pense que voilà. Et toi, Valkyria, un pari sur le futur classement des constructeurs de F1? McLaren pourrait jouer une P4. Ah oui, toi tu penses que Aston Martin va dégringoler jusqu'au 5e rang, toi? Vu les perfs de l'Aston en ce moment, oui, je vois bien McLaren aussi rattraper Aston. Et ben voilà, ce seront nos pronostics pour la deuxième partie de saison qui commence dès ce vendredi. Nous serons le 25 à Zandvoort. Là, on est le 22. C'est ça, donc dès ce vendredi 25 et la course le 27. À Zandvoort avec la course effectivement le 27. Voilà.
Alors, je voudrais à titre personnel m'excuser parce que ça avait l'air un peu cafouillis. Ce qu'on a fait ce soir, et effectivement, vous avez raison, c'était pas vraiment préparé. On a essayé de balayer un maximum de sujets. On a un peu de temps. C'est peut-être pas le meilleur débrief hors série qu'on aura fait. Parce que, voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on arrive à faire, malheureusement, quand tu vois la saison qu'on a, qui est une des plus chiantes, hein, faut dire ça comme ça. C'est un peu comme celle de 2020, où quand on a vu l'hégémonie Hamilton-Mercedes, qui avait été indestructible, on va dire. Il y avait une saison fade. Et que comment veux-tu développer quand on a une saison globalement un peu fade? C'est vrai, t'as raison. C'est ça, en fait. Mais on a fait, en tout cas, on va dire qu'on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait pour pouvoir vous présenter. Totalement. Avec des infos, quelques infos et tout ça, voilà. Non, ce qui sera surtout très intéressant, ce sera l'entre-deux entre 2023 et 2024, puisque comme la plupart des contrats de pilotes s'arrêtent en 2024 chez leurs écuries, sauf pour Verstappen, bien sûr, qui lui, je crois, un contrat jusqu'en 28 avec Red Bull. Donc, ouais, 2028, lui, il est tranquille, hein, Verstappen. Il peut gagner ses titres, il est tranquille. Voilà. Donc, au niveau de ses contrats, il est dans un fauteuil. Hein. C'est ça. Mais donc voilà. Mais il faudra surveiller cette saison. Et d'après ce que je disais sur les réseaux sociaux, en fait, la clé de la saison des transferts en 2024, ce sera Alex Albon, techniquement. Ah oui, Albon, à mon avis, je pense qu'il va grimper dans une écurie, soit de milieu de plateau, ou alors de première, hein, entre guillemets. Moi, je pense qu'Albon serait un bon profil pour une équipe. Et si Albon chez Ferrari? Je sais pas. Je m'avance peut-être. Mais si Albon allait chez Ferrari? Franchement, je sais pas. Je le vois pas là. Je le verrais plutôt dans une écurie de type McLaren, par exemple. Ouais, mais pour ça, il faudrait faire dégager Norris. Et Norris, malheureusement, vu les résultats quand même qu'il a. Si Norris il veut aller chez Ferrari, par exemple. Si Norris veut aller chez Ferrari. Pas pour l'instant. Parce que honnêtement, ça serait pas solide là ton truc. Je t'explique pourquoi. En réalité, Norris, c'est un pilote qui est tellement solide. Quand tu vois ce qu'il réalise chez McLaren, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ça se voit, il a de la constance, il est régulier, etc. Quand tu vois ce qu'est Ferrari aujourd'hui, tu vois là, ils sont en train de commencer à pas mal remonter la pente avec tout le remanagement de Frédéric Vasseur. Mais qu'est-ce que tu veux que pour l'instant ils viennent là? Il va arriver dans une écurie en cours de travaux, on va dire ça comme ça. Et alors, malheureusement, il ne va pas faire les perfs, elles seront ce qu'elles seront, et puis ça sera pas aussi régulier. Donc, et puis oui, c'est un pilote 100% meilleur que McLaren. Ouais. De sa partie junior aujourd'hui. En plus, oui, c'était un pilote à l'époque courtisé par Ron Dennis. Hein. Bon, quand tu es courtisé par Ron Dennis, généralement, tu fais pas, c'est pas n'importe quoi. Pas ah non, ça c'est clair. Et ben voilà, c'est sur ce bon mot que. Mais Val disait Albon, Norris chez McLaren, tu mettrais les deux rookies de 2019 dans la même équipe? Non. Pas forcément dans la même équipe. Mais si on part du principe que potentiellement. Alors après, reste aussi dans l'équation Lewis Hamilton. Que va-t-il faire l'année prochaine? Et justement, on a une petite idée, puisque si tu vas écouter ce qu'a dit Jean-Louis Moncey sur Auto Plus, Jean-Louis la Bible, tu verras que Mercedes en ce moment est en train de travailler pour 2024 et Lewis Hamilton fait partie de l'équation justement en 2024. C'était sûr. Après, le truc, c'est que
et ça semble être le truc, quand est-ce que Mick Schumacher remplacera Hamilton? Faudra pas trop tarder, je pense. Ouais, mais est-ce que face à Russell, il va être en mesure justement d'être aussi costaud que ça? Là, c'est pas pareil. Ah, ça nous débat, ça, c'est... Ouais, mais moi, Parce que- je pense que le Mick a le talent. Pas parce qu'il porte le nom Schumacher, mais parce que je pense qu'il a le talent. Alors oui, il a cassé beaucoup de voitures, c'est vrai. Faut pas le nier, il a quand même découpé en deux Après, la par Haas, deux c'est fois des incroyable. As. La voiture, il est pas. Voilà. Maintenant, moi, j'ai hâte de le voir dans une Mercedes. Ce que ça peut donner. De le voir de se battre en haut de peloton. Parce qu'on rappelle quand même que Silverstone en 2022, Mick Schumacher a réussi à positionner sa Haas. Alors, derrière la Red Bull de Verstappen, c'est vrai. Pour, je crois, 20 millième ou un truc comme Avec ça. un move de Verstappen un peu sale, en plus. C'est ça. Donc voilà, mais à voir. Bon, écoutez, je crois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. On va donner rendez-vous mardi prochain, 21h, 21h15, 21h30, quand vous voulez, pour le débrief du Grand Prix de Zandvoort. La reprise de la Formule 1, c'est maintenant. Il reste 10 débriefs. Vous êtes prêts, messieurs, pour cette deuxième partie de saison? Vous êtes prêts à m'accompagner? Oui, ah bah, bien sûr. Après, je crois qu'il y a un. On est prêt, mais on n'a pas il y a trop le un- choix. il nous reste, je crois, encore un ou plusieurs double leaders, si je dis pas de bêtises. Oh, tu me poses une question, la Linkin. Oh là là. Bon, alors attends, on va chercher ça. Parce que justement, faut qu'on Et se. un calendrier faut qu'on- pour Linkin. Putain. Non, attendez, stop. Non, point technique, non, c'est pas ça. Excusez-moi, vous voyez plein d'images qui défilent. Vous n'êtes pas épileptique. Là, voilà. Effectivement, il y a un double header Pays-Bas-Italie. Effectivement, un autre double Singapour-Japon. Un triple Kota Mexique-Brésil. Et puis un double Las Vegas-Abu Dhabi. Et entre-temps, il y aura eu le Qatar. Voilà, ça vous va, Linkin? Exact. Eh bien, écoutez, on se retrouve le 29 pour The Débrief consacré au GP de Zandvoort aux Pays-Bas. Avec Linkin, avec Valkyrie, et puis avec toutes les bonnes âmes qui voudront venir nous voir. Voilà. Ouais, parce vous que souhaite là, on a. tous une bonne Et on a fin. une pensée pour lui. Bonne fin de soirée, puis une pensée aussi pour Louis, hein, qui décidément, malheureusement, cette saison aura été Non, très peu présent. non, attention à ce que tu vas dire, Linkin. Mais non, je dis juste qu'on a une pensée pour Louis et qu'on aimerait bien qu'il revienne. Voilà, c'est tout. J'ai le droit de dire ça, c'est pas mauvais. Ouais. Moi, il n'y a pas que Louis que j'aimerais voir revenir dans les débriefs. Mais je vous en parlerai en privé, messieurs. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, alors. De bonne heure et de bonne humeur. Ça marche. Semaine prochaine. Salut à tous, ciao.